et bienvenue. Bienvenue dans Xenius. C'est avec grand plaisir que je vous présente sans perdre une seconde notre invité vedette à plumes et en petite robe noire, le corbeau. Oui, il est grand, noir et fait croix, croix. Le corbeau est un des rares oiseaux que les citadins comme nous savent reconnaître du premier coup d'œil. Faut dire qu'il a un petit quelque chose qui le distingue du héron ou de la mésange bleue. Oui, c'est un animal à l'aura plutôt lugubre, entouré de mystères, ce qui fait de lui l'archétype du mâle et le rend incontournable dans la littérature. Je pense par exemple à Krabat, un super livre pour enfants où les sorciers se transforment en corbeaux. Et dans son poème, Edgar Allan Poe le dépeint comme un sinistre messager. Et dans les légendes inuites, c'est aussi un corbeau qui a planté le grand arbre à pois dont une gousse a donné naissance à l'homme. On voit donc que c'est un oiseau qui se prête à toutes sortes d'interprétations. Caro et moi sommes aujourd'hui au parc animalier Cumberland à Grünau, en Autriche, où on étudie les corvidés. Et nous allons voir pourquoi ils sont tellement singuliers et si tout ce qu'on dit sur eux est vrai. Oui, et les résumer à de gros oiseaux noirs un peu bruyants ne suffit pas, car ils font partie d'une grande famille. Même si ça ne saute pas forcément aux oreilles, les corvidés sont des oiseaux chanteurs. Leur plumage n'est guère spectaculaire. Il est souvent terne, mais impeccable. Le grand corbeau, la corneille et le chocard sont noirs de la tête aux pieds. D'autres varient les couleurs, comme le jet des chênes ou la pie. Mais tous ont deux choses en commun, une histoire singulière et une intelligence remarquable. Des caractéristiques qui en font des oiseaux pas comme les autres. Le grand corbeau. Ce champion de voltige aérienne peuple tout l'hémisphère nord. L'intelligence des corbeaux est connue depuis l'Antiquité. Pour les peuples nordiques, ils étaient sacrés. Odin, le dieu des dieux, en possédait deux, Hugin et Munin, qu'il envoyait parcourir le monde pour lui rapporter les nouvelles. De temps en temps, Odin lui-même se transformait en corbeau. Le corbeau symbolisait la sagesse et la mémoire. Il faisait partie, avec le loup, des animaux les plus prestigieux de la mythologie germanique. Mais pas pour longtemps. Au Moyen Âge, le regard change radicalement. Superstitions et préjugés balaient tout ce qu'on sait depuis des siècles sur son intelligence. Avec les guerres interminables, les épidémies de peste et les gibets d'une justice arbitraire et impitoyable, les corbeaux trouvent une profusion de nourriture. Les oiseaux noirs deviennent des oiseaux de malheur. Les cadavres gisant pendant des semaines et des mois sur les champs de bataille attirent les charognards comme les loups, les vautours et les corbeaux. L'oiseau futé, considéré comme un animal sacré, tombe en disgrâce. On le chasse à coups de pierre. Son image de compagnon vénéré des dieux se transforme en symbole de mort et de désolation, indissociable des potences. On croyait même que le diable prenait la forme d'un corbeau pour visiter les gibets et se repaître du corps des pendus où emportait leur âme. Mais aujourd'hui, l'aversion a cédé la place à la fascination, notamment devant ses incroyables acrobaties, ce qui lui vaut parfois le surnom de chimpanzé des airs. Et on a découvert qu'il était doté d'une intelligence surprenante.
Et c'est en ville qu'elle est particulièrement visible. Comme tous les corvidés, cette corneille mantelée oscille entre curiosité et peur de l'inconnu. L'emballage du sandwich est tentant, mais représente-t-il un danger? Non, la voie est libre. Sur le toit de la camionnette, 2 autres corneilles viennent de manger des restes de frites. Pour un autre oiseau, l'assiette vide n'aurait aucun intérêt, mais pas pour une corneille. Elle s'en est fait un accessoire de jeu, un signe manifeste d'intelligence. Le stockage des provisions en est une autre illustration. Faute de pouvoir manger la noix maintenant, elle va la mettre de côté pour des jours moins fastes, dans une cachette qu'elle retrouvera même dans plusieurs mois. En espérant qu'un congénère ne l'a pas vu remplir son garde-manger. Chimpanzé désert. Ça m'évoque des images assez amusantes. Moi aussi. Bravant toujours la pluie, nous sommes avec Mathias Claudio Loreto du centre de recherche Konrad Lorenz de l'Université de Vienne. Comment étudie-t-on l'intelligence chez les oiseaux? C'est un sujet complexe car, comme l'être humain, les oiseaux ont plusieurs types d'intelligence. Elle peut être émotionnelle ou technique, par exemple. Et il faut trouver des tests adéquats en fonction du domaine que l'on veut étudier. Comment fait-on pour qu'un oiseau ait envie de faire des tests? On ne peut pas le récompenser avec une bonne note? Mais il y a la nourriture. Ah, bien sûr. Oui. Nous allons en voir un qui s'appelle le tir à la corde. En quoi consiste-t-il? Ce test se déroule de la façon suivante. On accroche un morceau de nourriture au bout d'une corde attachée à une branche. Et on regarde ce que fait le corbeau. Est-ce qu'il comprend qu'il peut le remonter? Est-ce qu'il essaie de l'attraper par-dessous en vol, ce qui marche moins bien? Ou est-ce qu'il laisse carrément tomber? C'est ce qu'on va voir. Comment s'appelle notre ami? Romo. Romo? Ouais, c'est ça. Bien, allons-y. J'ai hâte de voir ça. Salut Romo. C'est vraiment impressionnant. La deuxième fois, il ne s'est pas donné la peine de remonter la corde. Il a vu qu'elle était plus longue. Oui, ça lui paraissait trop bête de remonter toute la corde. Il sait le faire, comme on l'a vu dans le premier test. Là, c'était beaucoup plus simple de descendre de la branche et de l'attraper du sol, comme il a presque réussi à le faire. La fainéantise peut donc aussi être un signe d'intelligence. On peut parler de fainéantise, mais aussi de flexibilité. Cette capacité à changer de méthode, à ne pas toujours employer les mêmes astuces, est une de ses caractéristiques. Est-ce un signe d'intelligence? Oui, c'est le signe qu'il analyse la situation. Il ne répète pas bêtement ce qu'il a fait la première fois, comme on l'a vu avec le test de la corde. Il a compris que dans certains cas, il y a une solution plus intelligente. Il a appris en regardant faire un congénère ou il a trouvé tout seul? Il trouve tout seul. L'expérience a été effectuée sur des corbeaux qui n'avaient jamais fait l'exercice, et la majorité d'entre eux réussissent. Ils n'ont pas besoin qu'on leur montre. Ils comprennent le problème et trouvent la solution tout seuls. Mais est-ce qu'ils se transmettent aussi des connaissances de génération en génération? C'est difficile à vérifier, mais ce qui est sûr, c'est que les adultes apprennent aux jeunes où trouver de la nourriture, par exemple. Ici, dans le parc, ils regardent où les autres vont manger. Ils vont avec eux près des sangliers. Ou du marchand de frites? Oui, par exemple. Ils voient que les autres corbeaux viennent chercher leur pitance à cet endroit, et ils essaient aussi. Et c'est pareil dans la nature?
Eh bien, c'est d'abord dans la nature que ça se passe. Mais c'est de plus en plus fréquent en ville. Il y a notamment un exemple amusant au Japon avec des corneilles qui ont appris à casser des noix sur la chaussée. Elles posent les noix par terre, attendent que les voitures roulent dessus et quand le feu passe au rouge, elles les ramassent. Génial! Elles sont vraiment futées. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les corbeaux ont donc pas mal de points communs avec les êtres humains. Ils ne parlent pas autant que nous deux, mais ça ne les empêche pas de communiquer. Et ils sont même de vrais champions. Croassement perçant, craquettement ou claquement de gorge. Pour le profane, c'est une suite de sons mystérieux. Mais pour les spécialistes des corbeaux du centre de recherche Konrad Lorenz, c'est un système de communication très précis. Nous savons depuis longtemps que le grand corbeau utilise une grande variété de cris. Mais ce que nous ignorons, c'est leur signification. Et c'est justement ce que nous étudions au centre de recherche Konrad Lorenz. Depuis plusieurs années, les chercheurs observent de près les grands corbeaux, et notamment ceux du parc Cumberland. Ils viennent régulièrement dans l'enclos des sangliers pour chaparder de la nourriture. Pour essayer de décrypter leur comportement et leurs cris, les scientifiques filment et enregistrent tout. Afin d'obtenir encore plus d'informations, ils ont installé des volières spéciales avec des corbeaux qu'ils ont élevés eux-mêmes et qui ne sont donc pas dérangés par leur présence. Grâce à un logiciel d'analyse acoustique, Marcus Böckle examine et classe les cris. Il a déjà étudié les sons de 80 corbeaux et décodé de nombreux cris en les confrontant aux images filmées. Nous savons notamment faire la différence entre les cris liés à la nourriture et ceux qui sont liés au territoire. Nous avons trouvé un paramètre qui les distingue les uns des autres. Et pour la nourriture, nous avons aussi montré que les cris varient en fonction du groupe d'âge et du sexe. Ces cris sont surtout importants en hiver, car la nourriture est rare. Quand les corbeaux trouvent quelque chose à se mettre sous la dent, ils se passent le message à des kilomètres à la ronde. Dans les groupes de jeunes corbeaux, où ils vivent avant de s'unir à un partenaire et de posséder un territoire, la communication est permanente. Il y a ceux qui s'entendent bien et restent ensemble, et ceux qui se détestent et gardent leur distance. Et tous ont une mémoire hors du commun. Notre étude a montré que les corbeaux ont une mémoire à long terme qui est très développée. Ils font la différence aussi bien entre des inconnus et des individus déjà vus qu'entre des amis et des ennemis. Quand on leur fait entendre le cri d'individus qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, ils répondent aux amis avec une voix amicale très aiguë, alors que pour les ennemis, ils emploient une voix très grave et rauque. Autre clé de la survie, les cris d'alerte. L'oisillon n'a pas conscience du danger. Les parents ont beau tenter de le mettre en garde, le renard ne va en faire qu'une bouchée. Mais un corbeau ne se laisse pas prendre au dépourvu, même petit. En plus des sons, leur communication se fait aussi par la gestuelle. C'est ce qu'étudie Simone Pica du Centre d'ornithologie de l'Institut Max Planck.
Quand on parle de gestuelle, chez l'être humain, on pense évidemment à des mouvements de main, voire de tête. Les corbeaux, eux, utilisent essentiellement leur bec ou leurs pattes. Nous avons décrit 2 gestes spécifiques, ce qu'on appelle des gestes démonstratifs. Le corbeau prend un objet dans son bec, s'approche d'un autre corbeau et reste devant lui avec l'objet dans le bec pour le lui montrer ou pour qu'il le prenne. L'objet lui-même n'a pas forcément d'importance. L'essentiel est d'attirer l'attention pour inviter l'autre à jouer, par exemple. Croassement, craquettement ou mouvement de bec, tous ces signaux font partie d'un langage très élaboré, même s'il échappe à nos oreilles. Retour au parc Cumberland en Autriche. Gunnar et moi sommes vraiment épatés par tout ce que les corbeaux savent faire. Ils sont capables de reconnaître les voix et du coup, ils savent s'ils ont affaire à un vieux copain ou au drôle d'oiseau de la vallée d'en face qui leur a piqué des noix l'année dernière. Oui, et nous sommes sous le toit de la grande volière avec Ira Federspiel. Vous dites aussi qu'ils ne se reconnaissent pas seulement à la voix. Tout à fait. Ils se reconnaissent aussi visuellement. Ça paraît évident, mais encore faut-il le démontrer scientifiquement. Comment faites-vous? Est-ce que vous leur montrez l'album photo de la famille, par exemple? Voilà l'oncle Croa et Tata Corneille. Non, nous les faisons travailler sur des écrans tactiles. Ils adorent ça. Je vous montre si vous voulez. Nous leur apprenons à venir devant l'ordinateur. Ils passent sur la branche et se posent là. Super. Le carré est leur signal de départ. Ils donnent un coup de bec, ce qui nous montre qu'ils ont envie de travailler. C'est comme s'ils nous disaient qu'ils étaient prêts à faire des tests. Comme pour dire oui. Oui, en gros. On leur montre des photos de corneilles qu'ils n'ont jamais vues et ils doivent les reconnaître. Il y a 2 séries, une bonne qui leur fait gagner une friandise et une mauvaise qui fait sonner un signal sonore et affiche un écran rouge. Je vous montre. D'accord. C'était la bonne réponse. Ils la connaissent, c'est ça? Une croquette tombe et ils la mangent. Extra. C'est faux. Et l'oiseau mémorise. Exactement. C'est ça. L'écran rouge ne lui plaît pas du tout, ça le rend nerveux. Et on repasse les mêmes photos pour lui donner la possibilité de faire un sans faute au 2e essai. On fait le test? Avec plaisir. Comment s'appelle notre cobaye? Aujourd'hui, c'est Petra. Laissons donc la place à Petra et nous, on décolle. Oust! Sinon, on va lui faire peur. Et voici ce qui se passe à côté. Le fameux écran tactile. Suspense. Voilà Petra. Ouais. Elle a envie de travailler. Exactement. On voit qu'elle a bien répondu. Elle va super vite. C'est fou. Certains humains pourraient en prendre de la graine. Incroyable. Les oiseaux sont un peu plus rapides que nous. C'est toi qui as inventé le test? Encore bon? Oui, elle est douée. Oui. C'est une collègue qui a lancé l'expérience, Anna Braun. Et j'ai pris sa relève. L'écran rouge l'a vraiment fait reculer. Ça ne lui plaît pas. Elle sait qu'elle s'est trompée quand l'écran rouge apparaît. Elle n'aime pas ça. La pauvre, pas de croquettes. Elle est toute déçue. C'est un test où on se tape la cloche. Ils doivent se passer le mot. Quelles sont les conclusions de l'expérience? On voit qu'ils enregistrent les signes distinctifs des individus et les regroupent sous des sortes d'étiquettes qui permettent de dire « Ah, ça c'est un tel ». En gros, on peut dire qu'ils savent différencier les individus. Est-ce que cette faculté a des répercussions sociales? Quel effet cela a-t-il sur les relations au sein du groupe? En principe, la vie en groupe a des inconvénients. Quand on vit en cercle fermé, il y a une compétition pour les moyens de subsistance. Pouvoir identifier les différents individus est donc un gros atout. Ils peuvent repérer qui les a vus cacher de la nourriture, par exemple. Et ils savent qu'il faut l'avoir à l'œil. C'est vrai, c'est pareil chez nous, au boulot. Avec certains, je planque toujours les bonbons, sinon ils mangent tout.
Quand on vit en société, avoir cette faculté est donc un énorme avantage. Est-ce que les corbeaux se reconnaissent aussi eux-mêmes quand ils se voient dans un miroir ou dans une flaque d'eau? L'expérience dont tu parles, l'expérience du miroir, a été menée sur un corvidé très proche, la pie, et on a constaté qu'elle reconnaît effectivement son image. Jusqu'à présent, on connaît très peu d'espèces qui en sont capables. L'homme, bien sûr, les grands singes, le dauphin, l'orque, l'éléphant un peu, mais la pie est le seul oiseau et le seul animal qui n'est pas un mammifère. Et elle est très très proche des corneilles et des corbeaux. Les chercheurs pensent donc qu'eux aussi en sont capables. Mais il faut évidemment en apporter la preuve scientifique. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Les corvidés sont des animaux sociaux incroyables. On est vraiment bluffés. Et ce n'est pas tout. Ils savent également s'adapter à tous les milieux. Ils se plaisent aussi bien à la campagne que dans les grandes villes. Des corbeaux freux qui zigzaguent entre les voitures, comme s'ils connaissaient le code de la route. Limbourg, dans l'ouest de l'Allemagne, en abrite une colonie depuis des années. Dès le mois de mars, ils s'affairent à la construction des nids. Ils prennent les brindilles nécessaires dans les environs ou directement dans les rues. Et sous les autres nids, il y a toujours quelque chose à glaner. Pourquoi faire des kilomètres inutiles ? Les fondations donnent du fil à retordre. Caler les branchages dans la cime des arbres n'est pas si simple. Nicher dans une ville a des avantages. Elle met à l'abri de bien des pilleurs de nids. Mais la vie en communauté a aussi ses inconvénients. Les corbeaux freux ne manquent ni d'imagination ni d'audace pour dépouiller leurs voisins. En quelques secondes, ils réduisent à néant un nid presque terminé. Et celui qui était si fier de son œuvre se retrouve le bec dans l'eau. Eux aussi nichent en colonie, à proximité de préférence de leurs grands cousins. Les choucas des tours ont un faible pour les cheminées et construisent leur nid dans les conduits noirs de suie, y compris dans ceux qui fonctionnent encore. À l'origine, ces deux espèces étaient des animaux des steppes. Aujourd'hui, elles vivent surtout à proximité des hommes. Mais que fait un chouca au bord de la mer? Sur l'île de Norderney, on est plutôt habitué à une autre faune. Des mouettes, des oiseaux des marais, comme l'huîtrier pie, et des milliers de lapins. Ici, les choucas se cherchent un nid dans le sol. Avec leur terrier, les lapins leur ont préparé le terrain. Puisque les anciens propriétaires ont déménagé, les choucas sautent sur l'occasion. Mais s'ils nichent ici à ras de terre, c'est uniquement parce qu'il n'y a ni renard ni martre sur l'île. Et si le terrier ne s'effondre pas, ils y resteront des années. Ici aussi, les corvidés sont chez eux. Après la mer, la haute montagne. En automne, la plupart des animaux désertent les Alpes ou entrent en hibernation, mais pas les chocards à bec jaune. Les stations de ski sont une véritable aubaine pour eux. Ils y trouvent de la nourriture à profusion. Ils slaloment entre les skieurs par bandes entières. Et ils s'installent aux tables le plus naturellement du monde. Comme tous les corvidés, les chocards sont à la fois curieux et méfiants. Mais ils ont appris que les touristes ne représentent aucun danger. Omnivores de nature, ils sont aussi ouverts à toutes les innovations culinaires.
Les chocards sont chez eux dans les montagnes, y compris en été. Et là, ils n'ont plus besoin de l'homme. Après ce Xenius, ces oiseaux pas comme les autres ont gagné 2 admirateurs de plus. Et en tant qu'ambassadeurs autoproclamés, nous tenons à tordre le cou à l'abominable cliché qui veut que les corbeaux soient de mauvais parents. Faux, archi faux. Une fois que les corbeaux ont trouvé leur partenaire, s'ils se conduisent bien, ils restent ensemble pour toute la vie. Et ils partagent l'éducation des petits. Pour ma part, je trouve que c'est un admirable exemple de monogamie et d'égalité des sexes. N'est-ce pas? Quel incurable romantique. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. Merci. Au revoir à tous et nous vous disons croix. Croix. On retourne au nid? Tu me donnes ton aile? Oui.